Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble le web scraping et le scrolling avec le framework Scrappy en Python. Le web scraping et le scrolling nous permet de recueillir les données sur le toile. Et le scrolling est également utilisé dans le domaine du SEO et du marketing pour améliorer la performance d'un site afin de tirer profit de ses activités en ligne. Donc, c'est grâce à l'avènement de l'UA et des marketing digital que ces deux termes se sont imposés aujourd'hui. Alors, avant de commencer, nous allons essayer de donner une toute petite définition en scrolling. On dit que le scrolling signifie également scanner. Et autrement dit, il s'agit d'extraire un maximum d'informations d'un site web. Cette analyse nous permet ainsi de connaître parfaitement la structure d'un site et résoudre aux problèmes éventuels. C'est pourquoi on dit que le scrolling est beaucoup plus utilisé dans le domaine du SEO, c'est-à-dire Search Engine Optimization, c'est-à-dire les gens qui travaillent pour l'optimisation des sites web. Et là, ici, on va essayer d'expliquer un tout petit peu l'importance des données. L'importance des données dans le cycle de vie de la data science est vraiment primordiale, car sans les données, on ne peut rien faire en intelligence artificielle en général et plus particulièrement en data science. Et ainsi, dans le domaine de l'intelligence artificielle, on dit que les données sont de l'or noir. Parce que grâce aux données, on peut prendre des bonnes décisions, on peut construire des modèles fiables par la suite qui pourraient prendre des décisions ou qui pourraient assister des humains. Après avoir donné une définition, après avoir donné quelques importances de la data, nous allons essayer d'expliquer maintenant le scrapping. Scrapping est un framework Python qui nous sert à faire du web scrapping et du scrolling. C'est un framework très puissant et il se base sur le framework Twisted. Et également, ce qui fait son avantage, c'est qu'il est asynchrone, c'est-à-dire il ne bloque pas. Les activités d'un site web ou la récupération des données ne sont pas bloquantes parce qu'il y a ces concurrents parmi lesquels on peut citer Beautiful Soup et tant d'autres. Donc, nous allons vous présenter le data flow des scrapping, du framework scrapping en Python. Autrement dit, le cycle de vie du framework. Comme vous pouvez le voir dans le cycle de vie traditionnel des Scrappy en Python est organisé comme suit. Au fait, nous avons au départ le dossier Spider qui va constituer le point de départ. C'est là qu'on va créer nos classes qui vont aller récupérer des données sur l'Internet. Une fois qu'on a créé nos classes font des requêtes HTTP et des requêtes vont partir directement vers un programme qu'on appelle Sladle. Et Sladle, c'est lui qui va organiser, c'est-à-dire orchestrer les différentes requêtes afin de ne pas bloquer. Puisque dans la section précédente, je vous ai dit que le framework Scrappy est un framework asynchrone. Vous voyez? Donc, une fois que les programmes sont ajoutés à la pile, et qu'est-ce qu'il fait? Au niveau de l'étape 3 ici, les programmes vont partir directement sur l'Internet et ils vont aller vers les sites sur lesquels vous voulez récupérer les données. Une fois que les liens et les différentes données sont disponibles, les données vont être retournées et ensuite, vous allez revenir et puis récupérer ces données ensuite, les adapter aux besoins. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a ici un module qui s'appelle le module item. Ce module item nous permet de créer les différents modèles puisqu'on sait que les données sur la toile, c'est-à-dire sur l'Internet, ne sont pas organisées. Donc, quand vous allez récupérer les données, des images, des vidéos et ainsi de suite, il vous faut créer un modèle adapté dans votre contexte d'analyse, c'est-à-dire le contexte sur lequel vous mettez en place le système web scrapping. Donc après ça, on a encore, le framework a également des middleware. Middleware en français, ça signifie simplement interlogiciel. Interlogiciel, ça veut dire quoi? C'est au fait une application logicielle qui permet à d'autres logiciels ou d'autres applications de communiquer entre eux. Donc, c'est en bref le cycle de vie du framework. Après ça, nous allons passer à la
création d'un projet web scrapping avec le framework Scrappy. Mais avant de créer vos projets web Scrappy, il vous faut d'abord quelques prérequis minimum. D'abord, il faut avoir Python installé dans votre machine. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aller sur l'internet et chercher la documentation comment installer Python dans la machine, que vous soyez sur Linux, sur macOS, sur Windows, ainsi de suite. Après avoir installé Python dans votre machine, il y a des manières d'installer Scrappy. Donc, vous pouvez installer le framework Scrappy avec l'invite de commande pipe install Scrappy. Automatiquement, si vous avez Python dans votre machine, vous pouvez l'installer avec le gestionnaire de dépendances des pipes qui est là. Sinon, si ce n'est pas le cas ou si vous avez déjà Anaconda installé dans votre machine, vous pouvez également installer avec le gestionnaire Conda automatiquement en tapant Conda install C et puis vous mettez la suite de ces instructions et puis Scrappy sera automatiquement installé dans votre machine. Après avoir installé le framework Scrappy dans votre machine, vous aurez l'invite de commande du framework qui s'appelle également Scrappy. Maintenant, pour installer ou pour créer un projet Scrappy, maintenant, il vous suffit de taper tout simplement Scrappy. Ensuite, vous mettez Start Project et ensuite, vous suivez votre commande par le nom du projet, c'est-à-dire le nom que vous voulez donner au projet. Dans mon cas ici, par exemple, j'ai fait l'analyse, c'est-à-dire je vais faire le web scrapping sur un site qu'on appelle Jumia. Jumia, au fait, est un site d'e-commerce. Donc, on va aller récupérer les produits et faire quelques analyses sur leurs données. Donc, après avoir tapé cette commande, automatiquement, l'invite de commande va vous créer un projet avec le nom Jumia qui va être créé automatiquement. Et ici, nous avons la structure, si vous vous la rappelez, avec le data flow. Vous avez vu certains de ces fichiers, comme je vous ai dit, le dossier qui s'appelle Spider, qui est le point de départ. Et on a d'autres fichiers init, ainsi de suite. On a les middleware que j'ai énoncé précédemment. On a les pipelines que je n'ai pas touché, mais qui existent également. On a aussi le fichier scrappy.cfg, qui est un fichier de configuration. Maintenant, je vais donner quelques aperçus de ces fichiers et modules. Ici, nous allons commencer par le module Scrappy. OK. À la racine dit, pardon, le dossier Scrappy, ce n'est pas le module ici, ce n'est pas un fichier. Donc, la racine du projet contient le dossier Scrappy. Et dans le dossier Scrappy, on a le fichier scrappy.cfg. C'est ce fichier qui est un fichier de configuration, c'est-à-dire qui va contenir des variables globales, les variables globales que vous voulez utiliser dans d'autres fichiers de votre projet. Après, on a le fichier init. À la racine du dossier, nous allons trouver également ces fichiers. Et ces fichiers contiennent les packages qui vont être utilisés dans le projet. Après, nous avons d'autres fichiers item, middleware et pipeline. Et ainsi de suite. Maintenant, après, nous avons le fichier middleware. Le middleware, comme je vous ai dit déjà, c'est un interlogiciel qui permet aux différents logiciels de communiquer entre eux. C'est grâce au middleware, maintenant, on va se servir des modules existants parce que quand j'ai dit application, dans notre cas, ce sont des modules qui vont constituer des applications. Donc, grâce aux modules, on va aller récupérer des données sur l'Internet à travers les middleware. Après les middleware, nous avons le fichier item qui va constituer notre modèle. C'est dans ces fichiers ou dans ces modules qu'on va définir nos modèles qui vont constituer clé-valeur, c'est-à-dire on met une clé, on donne une valeur et ensuite nos données vont être structurées et on peut décider de créer des fichiers JSON, CSV, Excel, ainsi de suite. C'est l'avantage de ces frameworks. En plus d'être asynchrone, il est vraiment complet et il est conçu pour des projets de grandes envergures en data science ou encore en web scrapping. Sinon, il a des concurrents tels que Selenium, tels que Beautiful Soup en Python. Ouais. Ensuite, nous avons le fichier pipeline. Le module pipeline contient les pipelines pour chaque item, c'est-à-dire chaque modèle qu'on va créer, les modèles de données définis. Après, nous avons le fichier setting.py. Comme je vous ai dit, c'est le fichier également de configuration qui va servir de moteur dans le projet. Maintenant,
Sans nous aventurer dans ça maintenant, je pense qu'on va passer directement. Bon, je vais exactement créer, par exemple, la création des modèles, comme je vous ai dit. Je vais juste toucher ça en aperçu. Après, on va passer à la pratique. Maintenant, pour créer un modèle, vous allez importer d'abord le Scrappy. Une fois que vous avez importé le module Scrappy, vous créez une classe en votre convenance. C'est-à-dire, le nom là n'est pas obligatoire, mais moi, puisque j'ai travaillé avec des articles, donc j'ai mis article, item, et ensuite, cette classe hérite des scrappy items de Python, c'est-à-dire du framework. Ensuite, comme on l'a dit, ce sont des clés valeurs. Vous définissez vos différentes clés. Bon, moi ici, comme j'ai dit que les articles ou les produits sont déterminés par les désignations, les prix, l'image, ainsi de suite. Vous pouvez ajouter autant de clés valeurs que vous voulez. Après avoir défini le modèle, vous allez créer maintenant le projet, c'est-à-dire la classe qui va faire les récupérations à l'Internet. Ici, j'ai défini une classe qui s'appellera article, qui se trouve dans le fichier article.py. Et dans cette classe, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on importe d'abord Scrappy et depuis Scrappy, on importe Request qui va nous permettre de faire des requêtes HTTP et la classe Spider qui nous permet de créer des spiders. Ce sont ces spiders-là qui vont sur l'Internet et faire des requêtes asynchrones. Et là, cette classe, on définit maintenant notre classe personnalisée ici qui s'appelle par exemple Spider Article puisqu'on travaille avec des articles qui héritent des spiders. Et là, des choses obligatoires ici, vous devez obligatoirement donner un nom à votre classe et là par exemple le nom il n'est pas obligatoire de donner nom article ici par exemple. J'ai donné article parce que c'est ce que je préfère puisque je travaille avec des articles. Après avoir défini des articles, vous devez définir également des URL et les URL, ce sont des URL des sites internet pour lesquels vous voulez récupérer les données. Par exemple, ici, l'URL pourrait être un tableau d'URL, mais puisque moi, je travaille avec Jumia seulement, donc j'ai laissé juste une chaîne simple. Mais par contre, rien ne vous empêche de créer une URL de tableau ici. Et ensuite, il y a des méthodes que j'ai utilisées dans cette classe. La première méthode, c'est la méthode start request qui va lancer des requêtes. Donc ici, cette méthode, on a yield. Yield, au fait, c'est pour dire que je vais retourner plusieurs éléments. Yield, c'est la méthode asynchrone, est utilisée pour des méthodes asynchrones. Ensuite, retourner plusieurs éléments. Puisqu'en programmation classique, on ne peut pas retourner plusieurs fois return. On ne peut pas mettre return plusieurs fois. Donc, c'est grâce à ça, on utilise, pour éviter ça, qu'on utilise yield. Et là, maintenant, on met requête, puisque je vous ai dit que l'URL pourrait être un tableau. Au cas où c'était un tableau, je pouvais retourner le tableau d'URL, c'est-à-dire qu'il va retourner des données sous ces différentes formes. Là, maintenant, là, la classe request, c'est-à-dire l'objet request, prend des paramètres ici. Le premier paramètre va être l'URL qu'on a créé ici. Et le deuxième paramètre va être le callback, c'est-à-dire la fonction qu'on veut utiliser pour faire des différents traitements. Et ensuite, nous avons notre parse film. Ici, j'ai appelé parse film, je pourrais l'appeler parse article, c'est non, ça dépend de vous seulement. Ce qui est obligatoire ici, start request là, c'est obligatoire. Si vous le faites, soit vous faites parse ou vous faites start request. Donc, une fois que vous faites cela, le tour est joué. Il y a des formatages à faire et là maintenant, lorsqu'on arrive à la pratique, je vais bien vous expliquer. Maintenant, on a créé un tableau d'articles et ce tableau que j'ai appelé liste articles. Et là, dans méthode, si vous remarquez dans ma fonction callback, j'ai self qui correspond dans le langage comme Java vis et un paramètre qui s'appelle response. C'est ces paramètres-là qu'on va s'en servir pour utiliser. Puisqu'on travaille avec des requêtes HTTP, on a une réponse lorsqu'on fait une requête. Donc, c'est pourquoi on l'appelle généralement avec response. Et response, maintenant, il y a plusieurs façons de l'utiliser. On peut l'utiliser avec le langage XPath, mais généralement, puisqu'on est développeur, on est beaucoup plus adapté on est beaucoup plus habitué au CSS. C'est pourquoi j'ai utilisé la méthode CSS. On peut également utiliser des méthodes CSS. C'est quoi CSS, au fait? On utilise les noms des balises, les noms des classes, comme vous pouvez le voir ici maintenant. Quand on part dans le site Jumia, on avait des balises articles et dans la balise article, je vais dire qu'il y a une classe PR. Donc, il va récupérer tous les articles qui ont une classe PR. Et là, maintenant, c'est pourquoi on a ces tableaux. Et là, dans ces tableaux, j'ai fait un parcours, c'est-à-dire une boucle for qui va parcourir tous les éléments. Maintenant, pour chaque élément,
j'ai les éléments suivants. Un article, j'ai fait encore CSS et puis contient des divs. Et des divs contiennent une classe. Et avec la méthode texte, on va retourner le contenu textuel. Et puisqu'on utilise des XPath, donc on récupère le premier élément en faisant la méthode extract first, c'est-à-dire extraire le premier élément. Donc, dans ces divs, obligatoirement, il y a un seul élément dedans. Donc, quand on fait extract first, il va récupérer le seul élément qui constitue cet élément. Ensuite, pour l'image, j'ai fait la même chose. J'ai fait article CSS, ensuite image. Il y a une balise image qui contient également la classe image. Et j'ai fait appel à la méthode attrib. Et la méthode attrib contient maintenant l'attribut source qui va contenir la source de l'image. Et je stocke dans cette variable. Ensuite, j'ai la variable prix. Et cette variable contient également l'article. J'ai fait appel à l'article ici. J'ai fait CSS. Il y a un div qui contient également une classe PRC qui dit peut-être l'abréviation des prix. Ensuite, point texte, on affiche son contenu textuel et on récupère le premier élément contenu textuel. Et là, maintenant, comme vous pouvez le voir, j'avais créé le modèle article item en haut ici. Comme vous pouvez le constater, là, j'ai fait appel maintenant à cet objet. J'ai créé maintenant un objet article item à ce niveau-là. Donc, après avoir créé le modèle article item, maintenant, il suffit maintenant de remplir les différents champs de cet objet. Et chaque fois, maintenant, on va retourner des tableaux. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je fais appel au champ désignation et j'affiche titre. Même chose pour item, image, je fais image et puis item, prix. Et ensuite, je retourne à chaque fois, plusieurs fois, puisqu'on utilise yield. On a dit que yield permet de faire plusieurs retours. Donc, et arrivé là, maintenant, une fois qu'on finit ça, pour lancer le projet, vous tapez Scrappy et puis vous mettez scroll, puisqu'on utilise le scrolling. Et là, vous tapez le nom de la classe. Ici, j'ai mis article parce que tout simplement, au niveau de la classe ici, j'ai appelé article. Et à ce niveau-là, maintenant, une fois que vous faites cela, automatiquement, il va afficher. Mais qu'est-ce que j'ai fait ici? O pour dire créer un fichier. Et ce fichier va être CSV. On crée un fichier CSV et ensuite, on pourra maintenant utiliser ces données ultérieurement. Et comme vous pouvez le voir, ce framework il est très facile et facilement compréhensible et on peut le maîtriser très facilement. Donc, arrivé là, je pense que, comme vous pouvez le voir, c'est très facile et nous allons essayer de passer maintenant à la pratique. Donc, tout ce qu'on vient de voir théoriquement, on va créer d'abord un dossier que, ici, je vais appeler Scrappy. Je ne vais plus installer Scrappy puisque j'ai déjà installé Scrappy ultérieurement. Maintenant, je fais appel maintenant à Scrappy. On appelle Start Project. Et ensuite, on l'appelle Jumia. Comme je vous ai dit, on ira sur Jumia et on attend la création du projet. Alors, comme vous pouvez le voir, il nous dit que le projet est créé. On peut taper CD Jumia pour se rendre dans le projet. Et puis, je tape CD Jumia et puis je suis dans le projet. Je vais le lancer dans mon éditeur de code ici pour pouvoir continuer. Maintenant, nous sommes dans le projet et je vais l'ouvrir comme je vous ai dit et le point de départ c'est Spider. Mais avant de commencer, je vais d'abord définir mon modèle dans le module item. Ici, automatiquement, il a créé une classe qui s'appelle Jumia puisque le projet s'appelle Jumia. Mais moi, je ne vais pas ça. Je vais appeler ma classe article item. Et là, ici, cette classe hérite de Scrappy item, c'est-à-dire de la classe item. Et là, maintenant, comme vous pouvez le voir, il nous explique comment on peut définir les modèles clés-valeurs. Ici, premier champ ici, comme je l'ai appelé désignation. Et là, on fait appel à Scrappy Field. Là, j'ai défini le premier champ. Deuxième champ, je vais l'appeler image. Ça va être le lien des images. Donc, j'ai fait appel encore à Scrappy. Ensuite, j'ai fait appel à la méthode Field. Et puis, deuxième champ, comme vous pouvez le constater, quand je reviens ici, en fait, c'est le site Jumia qui est là. C'est ce site-là qu'on veut analyser. Et maintenant, chaque produit a
une image. C'est pourquoi on a d'abord le lien des images. Ensuite, le nom des produits. C'est pourquoi on l'a appelé sa désignation. Le prix. Et je vais prendre pourcentage. Ce sont ces valeurs-là que j'ai besoin. C'est pourquoi j'ai défini maintenant le modèle et j'ai la désignation qui signifie le nom des produits. Ensuite, le prix du produit qui va constituer dans mon cas ici la clé. Et puis, j'ai fait appel au module Scrappy. Ensuite, field. Et il ne faut surtout pas se tromper de mettre field avec F minuscule. Après, je vais définir ici une variable que je vais appeler également pourcentage. Je vais l'appeler pourcentoco. Et puis, j'ai fait appel au module Scrappy. Puis, la méthode field. Et après ça, je peux dire que mon modèle là, je peux me limiter ça. J'ai besoin juste de ces champs. Je pourrais ajouter autant que je veux, mais comme vous pouvez le voir ici, ce sont ces champs que j'ai besoin. Juste l'image, le nom, le prix. C'est suffisant et à plus le pourcentage, puisque il y a une stratégie de pourcentage qui permet de dire tel produit est beaucoup plus accepté ou pas, ou le nombre de stocks. Donc, arrivé là, je peux dire que j'ai bien défini mon modèle ici. Là, je vais quitter là maintenant. Je ferme ces fichiers. Après avoir défini maintenant, ça, je viens dans le projet de départ ici. Je crée maintenant un fichier que je vais appeler, par exemple, article. Puisque dans le diapositive, je l'ai appelé article, mais rien ne vous empêche de donner le nom que vous voulez. Ici, je l'ai défini. Première des choses, on va importer, c'est-à-dire request à partir de Scrappy, c'est-à-dire from Scrappy, import request. Request est au fait une classe, c'est pour qu'on met en majuscule. Ensuite, spider, puisque c'est spider que notre classe va hériter. Et à partir de là, il faut encore from items, puisque c'est item qui constitue notre modèle. Import. Ici, on doit importer la classe qu'on vient de définir ici. Là, à partir de là, je vais maintenant définir ma classe qui va hériter des spider. Donc, ici, j'ai classe et on va l'appeler spider puisque c'est un spider. Et puis, on l'appelle article. Spider article. Et puis, puisqu'il hérite, en Python, l'héritage est traduit par la parenthèse. Et puis, vous mettez la classe parent. Et là, mettez des points. En Java, par exemple, c'est crochet. Maintenant, comme on l'a dit, il faut obligatoirement un nom. Et là, notre nom, le nom de notre ici modèle s'appelle article. Après avoir défini le nom, il faut également définir une URL ou des URL. Mais dans mon cas ici, je vais faire l'analyse d'un seul site. Donc, je viens prendre le site qui s'appelle ici Jumia, puisque ce sont ces produits-là que je vais récupérer en réalité. Donc, je colle l'URL que j'ai collé et copié ici. Après ça, la classe va contenir juste des méthodes seulement. C'est pourquoi ce framework est vraiment facile. Et donc, la première méthode, c'est star. Donc, en Python, pour définir une méthode, on met le mot-clé def. Et puis, ensuite, je mets l'underscore. Et puis, request. Request. Et il ne faut surtout pas oublier le S. Sinon, lors de la compilation de votre classe, vous obtiendrez une erreur si vous ne mettez pas S. Après ça, maintenant, on met yield. Comme on a dit qu'il peut y avoir plusieurs URL, c'est pourquoi il faut faire yield. Request. Et l'objet request prend une URL. Et puis, je fais self. C'est comme en Java, this, par exemple. Et je fais appel à mon URL, puisque c'est une instance de la classe. La variable là, c'est une variable de classe. Donc, je fais maintenant appel au callback. Callback. Et puis, self, c'est une méthode que je vais définir ultérieurement. Je n'ai pas encore défini.
on va l'appeler parse. Au fait, le rôle de cette méthode, ça va être de parser directement les données récupérées depuis Internet. Puisque maintenant, on a appelé notre modèle article. Donc, j'ai appelé ici la méthode parse article. Au fait, c'est la méthode qui crée des articles. Donc, j'ai fait encore des et je colle le nom. Et cette méthode prend simplement un paramètre qui est response. Et maintenant là, je vais définir maintenant la liste des articles. Et maintenant, quand je viens là, comment on fait? Comment Scrapy fonctionne réellement? Je vais essayer de faire un clic droit pour inspecter cette page afin de voir la structure puisqu'on travaillera avec les sélecteurs CSS. Donc, pour pouvoir faire ça, il faut d'abord maîtriser la structure de la page sur laquelle vous voulez travailler. Donc, c'est vraiment la partie un peu compliquée si vous n'êtes pas habitué au CSS ou encore à XPath. Voyez? Mais après, je vais vous laisser des liens ici qui vous permettra de bien comprendre la sélection des objets dans une page avec Scrapy ici. Donc ici, qu'est-ce que je fais? J'ai fait un clic droit sur un des items et je reviens là. Et comme vous pouvez le constater, je vais agrandir ici ma console puisqu'on va beaucoup plus se baser sur la console. Maintenant, quand je viens, je clique en haut ici, sélecteur, et puis je clique ici. Automatiquement, nous sommes redirigés ici. Comme vous pouvez le voir, maintenant, j'ai des articles ici. Vous voyez? J'en ai plusieurs articles. Maintenant, ce que je vais faire, je vais récupérer cet article d'abord. Le premier article ici qui est là. Puisque quand je clique sur cet article encore, on aura un autre article. Vous voyez? Je vais me retourner d'abord ici. Voilà. Sélectionne. Je clique. Je prends article. Et puis, pour cela, je mets d'abord response. Simplement, je ne me fatigue pas. Je copie. Et puis, je fais appel à la méthode CSS qui va être disponible dès maintenant. Et là, je fais appel à la balise article. Quand je fais appel à la balise article, je mets point puisque je vais accéder maintenant à une classe. Maintenant, je reviens directement dans mon article ici. J'ai d'abord une première classe qui est PRD. Donc, je vais simplement sélectionner PRD. Puisque dans les pages, généralement, il y a plusieurs articles, c'est pourquoi je considère que ça, c'est un tableau. Et là, qu'est-ce que je fais maintenant? Je fais un parcours. Je mets maintenant article, in, liste, article. Et qu'est-ce que je fais maintenant? À chaque itération de ma boucle, je fais appel à l'article. Et là, qu'est-ce que je fais? Je crée, puisque la méthode, c'est lui qui va parser, je crée une première variable que je vais appeler désignation. Et dans désignation, c'est là que je dois définir maintenant ma variable intérieure, c'est-à-dire la variable dans la boucle article ici, qui est fait encore CSS. Et cela veut dire quoi ici? Quand je viens dans chaque article, la balise article, j'ai encore plusieurs éléments, parmi lesquels j'ai A.core, c'est-à-dire on a une balise A qui englobe encore tous ces éléments. Donc quand je clique sur A d'abord, j'ai à l'intérieur de A, j'ai encore un div. À l'intérieur de div, j'ai maintenant le contenu. C'est cette récupération que je dois faire ici avec Scrapy. Donc, puisque je suis dans article, à l'intérieur des articles, je fais appel d'abord à A. Et dans A, il y a une classe qui s'appelle core, espace.
C'est-à-dire à l'intérieur de A encore, il y a un autre div. Maintenant, quand je reviens, j'ai dans A, je suis dans A ici. Quand j'ouvre A, j'ai maintenant ce div. Et dans ce div, on a la classe name. Puisque A aussi a la classe core, j'ai déjà mis A. J'ai mis div maintenant la classe name. Je dois accéder également à la classe name. Et là maintenant, j'accède à son contenu. Pour cela, j'ai fait d fois d points texte. Et là, j'ai fait maintenant l'extraction de la chaîne. Extract first. Et puis, le tour est joué. Pas de point virgule. Donc ici, je viens simplement de récupérer le contenu là. Aiguiseur des couteaux. Vous voyez, c'est celui-là. Donc quand je reviens ici, à peu près tous ces éléments ont les mêmes structures. Je ne sais pas pourquoi il fait ça, mais je vais y arriver. Voilà. Quand je sélectionne ici, je reviens cliquer ici. Voilà. Exactement, on a encore le nom de cet élément, Infinix Opt, ainsi de suite. Donc, j'ai récupéré ça. Je vais faire la même chose pour récupérer le prix et même chose ici pour récupérer le pourcentage. Donc, je copie. Je copie. Je copie. Là, ça va être d'abord l'image. Et là, je reviens ici. Pour récupérer l'image, dans A aussi, j'ai image et qui a la classe image. Donc, je reviens ici. Puisqu'il se trouve dans A, core. Cette fois-ci, c'est la balise, c'est img qui a la classe img également. Et cette fois-ci, je ne mets pas 2.2 points pour accéder au contenu puisque je vais accéder à un attribut ici. Donc, il y a une méthode qui s'appelle attrib. Et là, vous mettez l'attribut que vous voulez accéder. C'est data src. Comme vous pouvez le voir, quand je reviens ici, dans l'image, j'ai la classe, ainsi de suite. Maintenant, je vais justement récupérer le contenu des... je pouvais récupérer source, mais source, parfois, il y a un problème. C'est pourquoi j'ai fait maintenant attrib ici pour afficher le contenu de l'attribut. Donc, après ça, je vais simplement récupérer encore le prix puisque j'ai déjà fait pour name. Ici, je vais changer ma variable. Et là, je vais simplement changer le prix par PRC. C'est la classe PRC. Et l'autre aussi, je change simplement par, je ne me rappelle plus. Pour le pourcentage, c'est tag DSCT. Tag tout court. Je vais laisser simplement tag puisque là j'ai tag espace DSCT. Donc j'ai besoin juste des tags. Donc après avoir prendre tag, qu'est-ce que je fais maintenant? Je change le nom de ça en pourcentage. Je l'ai appelé pourcent. Parfait. Maintenant, je vais créer maintenant le modèle puisque j'ai fait appel déjà à modèle item et je vais l'appeler simplement item égal. Et puis, je viens appeler ma classe. Là, j'ai créé maintenant un objet. Et là, qu'est-ce que je fais maintenant? Item étant un objet de article item, je fais maintenant simplement désignation est égal à désignation. Même chose
pour le prix, item, même chose, je vais copier ça 2 fois encore. Et là, cette fois-ci, c'est image. Après l'image, c'est pourcent maintenant, puisque j'ai mis prix. Effectivement, maintenant, à chaque tour de boucle, il va remplir notre objet. Et maintenant, à chaque tour encore, on va retourner avec le mot-clé yield. Et on retourne l'item. Une fois l'item rempli, on la retourne. Maintenant, je vais venir dans notre terminal pour tester si tout se passe bien. On doit voir les différents articles. Et maintenant, je vais agrandir cette fois-ci notre console. Et là, pour lancer, j'ai fait Scrappy. Et puis, on fait scroll. Et ensuite, on met le nom de la classe, c'est-à-dire le name qu'on a donné, article, ici. Le nom qu'on a donné ici, c'est le même nom qu'il faut compiler. Donc, ça ne marche pas ici parce que j'ai mis Scrappy, j'ai pas mis Scrappy. Voilà. Je tape Scrappy et puis je compile. On va attendre les réponses. S'il y a une erreur, ok. Maintenant, il n'y a pas d'erreur. On peut maintenant analyser notre console ici. D'abord, voilà. Comme vous pouvez le constater, on a 200. Par contre, on a un problème de parsing. Donc, j'ai fait une erreur dans le parse. C'est pourquoi il n'a pas affiché bien les éléments. Donc, on a mis article. Et puis, on va revenir bien analyser ici à l'intérieur. Voilà, il y a un problème avec image ici, puisque j'ai mis accord IMG. Certainement, c'est pas comme ça. Voilà, attribut, c'est un tableau, c'est pas parenthèse. Ici, quand je reviens là, il y a une erreur à ce niveau-là. Vous voyez? Parce que regardez, quand je reviens dans la documentation ici, attribut, vous voyez, on récupère un attribut avec crochet, pas avec parenthèse. C'est pourquoi j'ai eu l'erreur lors de la compilation et j'ai pas vu les données de Jumia. Maintenant, quand je recompile, je vais voir maintenant s'il y a une autre erreur. Voilà, cette fois-ci maintenant, il n'y a pas d'erreur. Quand je reviens dans le HTTP, déjà byte, on a 2, compte, on a 2 ici récupérés. Bon, de toute façon, on va voir maintenant. Vous voyez, on a maintenant nos différents éléments ici. Il y a tout presque les articles de cette base qui sont récupérés. Regardez. Quand je reviens, le premier, c'est désignation. Le nom, c'est aiguiseur de couteau 3.1. Quand je reviens dans Jumia maintenant, je vais enlever la console puisque ça, c'était pour bien voir est-ce qu'on arrivait à récupérer. Voilà, ici. Le premier article qu'on avait, c'était ça, aiguiseur de couteau 3. Deuxième, Infinix Hot 10, ainsi de suite. Quand je reviens dans ma console, c'est le deuxième ici là, Infinix Hot 10, ainsi de suite. Maintenant, vous voyez avec Scrappy, c'est vraiment joli. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va créer un fichier CSV et puis on pourra afficher dans d'autres logiciels plus performants. Ici, par exemple, je mets O. Pour dire, je vais créer un fichier et puis je vais appeler mon fichier article.csv. Et je tape entrée. Cette fois-ci, les résultats ne seront pas affichés dans la console, mais il va créer un fichier et automatiquement, comme vous pouvez le voir maintenant, on a le fichier article CSV qui est créé ici. Quand je reviens dans le dossier maintenant qui s'appelle Jumia, automatiquement, je vais trouver le fichier. Et puis, je peux afficher avec le fichier Word, avec n'importe quel autre logiciel de traitement. Donc, quand je reviens,
Et puis, vous pouvez le voir maintenant, le fichier. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, on a tous nos données ici du site Jumia qui est là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire après? On peut analyser ces fichiers. On peut même créer un site web qui va afficher ces données et ensuite faire le traitement côté back-end. On peut faire tout ce qu'on veut, même créer une base de données et ensuite interagir avec ces bases de données. Chaque fois que Jumia met à jour sa base de données, nous pouvons mettre à jour notre site aussi qui se sert de Jumia. On pourrait également afficher avec Panda, par exemple. Si je reviens dans la console, ici, je lance Jupyter Notebook. On peut afficher avec Pandas et puis faire des traitements, tout ce qu'on veut, comme je vous ai dit déjà. Ici, par exemple, je crée un fichier Python 3. Voilà. Je vais importer le module, c'est-à-dire le package Panda. As PD. Et ensuite, j'ai fait df égale pd read csv, puisque notre fichier s'appelle, notre fichier c'est un fichier CSV. Avec Excel, comme ça, le séparateur c'était virgule, c'est pourquoi Excel n'arrive pas à afficher de façon optimale. Voilà, j'ai fait par exemple df head. Voilà, comme vous pouvez le voir maintenant, on a la désignation, le nom, pardon, l'image, le pourcentage, le prix, vous voyez. Je peux même afficher le type des champs en faisant dtype. Vous voyez, tout est objet. Je peux transformer, par exemple, les pourcentages là, enlever pourcentage, mettre simplement en nombre. Enlever les chiffres là, DNT, le prix, c'est-à-dire convertir en nombre, faire des opérations de traitement, ainsi de suite. Donc, franchement, c'est quelque chose, vraiment, la data science, c'est vraiment une révolution. Ça nous permet vraiment de s'amuser et faire plein de choses. Donc, si le projet vous intéresse, si la data science vous intéresse, si web scrapping vous intéresse, si web scrolling vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter par mon mail ou également il y a mon GitHub. Donc, le projet, déjà, le code du projet se trouve sur mon GitHub ici. Et le résumé que j'ai fait à travers mes recherches sont également le fichier PDF se trouve sur mon GitHub ici également. Donc, si vous avez besoin, il vous suffit de venir ici prendre l'URL et cloner en local chez vous ou vous pouvez télécharger directement ici avec ces boutons. Donc, vous aurez accès à tout le code source et vous êtes libre, vous pouvez modifier, l'adapter à vos besoins, faites tout ce que vous voulez. Et même pas ces projets, j'ai d'autres projets data science, en business intelligence qui pourraient vous intéresser si vous évoluez dans le domaine de l'intelligence artificielle ou de data science ou quoi que ce soit. Donc, je vous remercie et on se reprend à la prochaine.